Yeleux m'a dit qu'il y avait de la pluie aujourd'hui. Ça pourrait être une vraie phrase, bien sûr, bien sûr. La question de l'invisibilisation, déjà en un mot, rappelez que c'est une question de figure. C'est une figure de style, la métaphore, et que bien souvent, le discours inclusif est victime de ces images. Mais je pense que si je vous dis que l'homme est mortel, aucun d'entre vous n'invisibiliserait les femmes au point d'imaginer que les femmes sont immortelles. Mais cela suffit en soi à rappeler que la question de l'invisibilisation est en soi une figure qui ne représente rien. Personne ne disparaît pour de vrai, personne n'ignore ni sa mère, ni sa femme, ni sa fille. Le symbole X a été ajouté, par exemple, dans l'écriture inclusive, puisque finalement Yel n'est que l'union du masculin et du féminin, d'une certaine façon, et donc il faut rajouter aussi toutes les autres symbolisations du LGBTQI+. Et donc on est arrivé à une forme Yel, Yelx, Yeleux, Yelleuse, Elleuse, etc., etc. Donc évidemment, on en arrive à des énoncés qui peuvent facilement devenir à la fois difficile à écrire et parfois complètement imprononçable. Yeleux m'a dit qu'il y avait de la pluie aujourd'hui. Ça pourrait être une vraie phrase, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui m'amène aussi à rappeler que l'écriture inclusive ne concerne pas tous les segments de la langue, tous les substantifs par exemple. On voit bien que ça ne concerne que les animés humains, c'est-à-dire qu'on s'intéresse souvent par exemple à l'ouvrier, l'ouvrière, l'étudiant, l'étudiante, le compagnon, la compagnonne. Mais on voit par exemple que les autres phénomènes dénotés en langue, je ne sais pas, le a.table.e, cheval, subjument, etc., n'intéressent pas en réalité les pratiquants de l'écriture inclusive. Et c'est un autre phénomène qui ne s'adresse finalement qu'à une forme très symbolique de l'humain, et pas du tout une question linguistique qui embrasserait tous les phénomènes de la dénotation. La question, par exemple, des multiples identités ne concerne pas l'identité de genre, c'est déjà une façon très restrictive, finalement, de définir le monde. Je connais un collège dans Paris où un élève s'est lui-même défini comme de l'espèce renard et réclame finalement la représentation de son identité dans l'écriture. Donc on voit très rapidement que plus vous ajoutez des hiéroglyphes, plus vous ajoutez des symboles à la langue pour non pas dénoter mais symboliser des catégories identitaires, vous rentrez dans un phénomène qui est enfin un phénomène de ségrégation. Et le premier phénomène de ségrégation qui est manifesté par l'écriture inclusive, c'est la distinction entre les vertueux qui affichent leurs pratiques vertueuses à travers la pratique de l'écriture inclusive et le camp du racisme systémique, le camp des acteurs du système qui, lui, refuse pour d'autres raisons de pratiquer cette écriture inclusive. Et cette réaction contre-réaction aboutit finalement à de violents phénomènes de confrontation. Vaugelas qui effectivement enseigne à un moment que le masculin est le genre le plus noble. Mais on se trompe aujourd'hui quand on emploie le mot noble. Le mot noble dans la bouche de Vaugelas veut dire aristocratique. Qu'est-ce que ça veut dire aristocratique pour Vaugelas? Ça veut dire que c'est par ce genre, le masculin, que se transmet l'héritage. L'héritage, comme dans la société. Je veux dire que Vaugelas entend la transmission de l'accord, puisqu'il s'agit de parler de l'accord grammatical. C'est donc une figure pédagogique qu'emploie Vaugelas pour dire que le masculin, est un genre noble qui transmet l'héritage de l'accord au groupe nominal auquel il appartient et transmet donc l'accord à l'adjectif épithète. Alors je ne prétends pas sauver Vaugelas, je pense que les remarqueurs étaient des gens de cour, des aristocrates, mais je ne veux pas qu'on révise l'histoire de la grammaire à l'aune de ce type de fausses interprétations en réalité. Sans doute que le retour des aristocrates, des anciens émigrés à partir de 1815 a joué sur la façon dont on a représenté la langue. Le fait est que le mal est fait et que c'est à cause de ce type de réinterprétation qu'aujourd'hui on en arrive à resymboliser le masculin et le féminin, soit en termes de classe, soit en termes d'opposition sexuelle. Ce qui ne veut pas dire que l'orthographe n'est pas idéologisée. La question du tabou. Très récemment, j'ai travaillé sur une jeune maison d'édition qui édite beaucoup d'auteurs d'Amérique du Sud et qui entend réécrire toutes les traductions de tous les auteurs sud-américains en enlevant les mots qui fâchent. On ne dit plus métis, on dit M... Cette question du tabou, elle est absolument géniale pour comprendre le problème que posé par l'écriture inclusive. C'est que derrière l'attitude de cette éditrice qui prétend enlever les mots qui fâchent, que se passe-t-il? Il reste un mot, M, 3 petits points. Tout le monde se demande quel était le mot. Le mot ne disparaît pas et on n'ampute pas les gens de la pensée en les privant du mot.
Donc en réalité, le mot fait écran. Tout se passe comme si l'éditrice disait « Regardez-moi en train d'être vertueuse et moraliste. Oubliez ce que dit l'auteur. C'est mon travail à moi de correctrice qui compte. » En réalité, c'est une mise en scène de soi qui se passe dans cette question de la correction et de la mise en scène de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive relève de la même rhétorique en réalité. C'est une mise en scène de soi-même à travers le signe. C'est une mainmise sur la langue de l'administration. L'écriture inclusive, en fait, part d'un postulat qui consiste à dire que, finalement, en changeant la langue, on peut réformer les gens. C'est une grande éthique de la réforme, au sens très protestant de la chose d'ailleurs. C'est en modifiant la façon dont les gens parlent, on peut modifier les gens eux-mêmes. C'est évidemment un postulat linguistiquement absurde. Est-ce qu'on peut empêcher les gens d'haïr en leur enlevant le verbe haïr? Est-ce qu'on peut empêcher les gens d'aimer en enlevant le verbe aimer? Le postulat qui est à l'œuvre dans l'écriture inclusive, c'est qu'on peut changer les gens en changeant les signes de la langue. Et donc à partir de là, on voit très rapidement que l'écriture inclusive ne se manifeste que dans des domaines très précis. Les sites communicationnels des grandes administrations privées ou publiques, les rapports de conseil d'administration, les courriels, les mails, autant d'emblèmes, autant d'enseignes à travers lesquelles s'installe la communication entre l'entreprise, l'administration et ses participants. En visant à réformer la langue de l'administration, voire la langue du droit, en fait l'écriture inclusive s'impose comme un outil de réforme de la langue, de l'État, de l'appareil d'État. Donc c'est vraiment ça dont il est question. L'écriture inclusive ne s'embarrasse pas de penser la littérature de Proust, elle ne cherche pas à réécrire tous les substantifs ou télégentilés dans l'œuvre de Zola ou de Balzac. Par contre, elle attache un grand soin à corriger l'expression quotidienne des gens à travers l'écrit, là où se nichent, selon les tenants de l'écriture inclusive, les erreurs du système, en tout cas les discriminations systémiques dont les gens sont le relais à travers leurs pratiques communicationnelles. Dans la plupart des cas, ça part d'une bonne intention. Mais vous connaissez le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La langue ne symbolise pas le monde. La langue permet de dénoter le monde. Le mode de représentation de la langue, le mode de signification de la langue est très particulier. Quand je dis par exemple que le masculin est un masculin neutre très englobant, cela signifie qu'en réalité, lorsque je parle de mes étudiants, je n'exclus pas la possibilité de m'adresser à mes étudiantes. Et je n'exclus certainement pas l'idée de m'adresser à toutes les façons qu'ont les gens de définir leur propre identité sexuelle. Si je ne prétends m'adresser qu'à mes étudiants ou mes étudiantes, vous voyez que je rentre dans un fait de particularisation qui est excluant finalement de tous les autres modes de définition sexuelle ou genrée que vous puissiez imaginer. Vous pouvez vous en convaincre assez facilement. Si je vous dis « Tiens, j'ai été faire du cheval ce matin », vous ne vous poserez pas de questions. Si je vous dis que j'ai été faire de la jument, vous vous en poserez. Si je vous dis « Tiens, je vois un chat sur la terrasse », vous ne vous poserez pas de questions. Si je vous dis « Tiens, j'ai vu une chatte sur la terrasse », vous me direz « Tiens, tu as de bons yeux ». C'est ce phénomène de particularisation-là que je cible. En réalité, en voulant transformer la langue en un outil de symbolisation de toutes les façons qu'ont les identités de se définir, la langue devient extrêmement particularisante et extrêmement cloisonnante. Libre à chacun de rajouter des pénis, des testicules, des vagins ou des clitoris dans les mots pour signifier la sexuation ou la représentation ou la symbolisation genrée de toutes les identités. Mais en réalité, à partir du moment où je rentre dans des particularismes dénotés, je rentre dans un cloisonnement du monde. Et c'est ce qui amène d'ailleurs, dans l'écriture inclusive, à ce qu'on en rajoute de plus en plus de symboles pour représenter de plus en plus d'identités. Parce qu'à chaque fois que vous symbolisez une identité dans la langue, finalement, vous en retranchez une infinité. Et c'est pourquoi l'idée même du neutre est consensuelle, parce qu'elle est évidemment inclusive de toutes les façons qu'ont les milliards de gens qui peuplent la Terre à un instant donné de se définir comme étant d'un genre ou d'une sexualité particulière, voire de tout ce que vous souhaitez mettre dans la langue. Mais dès que vous rentrez dans la particularisation, dans le cloisonnement, en réalité, vous rentrez dans une forme de retranchement d'identité qui aboutit à ce que votre bonne intention de départ, qui était de symboliser non pas des identités, mais votre valeur morale à travers votre volonté d'inclure des gens dont vous estimez que vous les acceptez parce que vous voulez manifester votre propre inclusivité, en réalité, vous entrez dans une démarche d'exclusion qui va amener de plus en plus de symboles et de plus en plus d'identités particularisantes à intégrer dans votre discours. La langue en aboutirait très vite, finalement, à devenir impraticable, orthographiquement, voire oralement tout simplement. Alors la question du masculin neutre, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle fait débat pour de mauvaises raisons. Une linguiste qui s'appelle Joëlle Garde-Tamine a prouvé, il y a déjà bien longtemps,
bien avant que la question de l'inclusivité ne se pose, que la question du féminin était en réalité une question du genre marqué. Le masculin, en fait, les langues romanes, c'est le roumain, l'italien, le français, le sarde, l'espagnol, le portugais, possèdent deux genres, un masculin neutre et un féminin. Les langues germaniques, en tout cas l'anglais par exemple, n'a pas deux genres. Ça c'est un fait. Ça ne signifie pas que l'anglais d'ailleurs soit par définition plus inclusif, ni que la société anglaise soit beaucoup plus merveilleuse lorsqu'elle traite en justice des affaires de discrimination liées à la position des femmes dans la société. Ce qui déjà devrait être un indice que la langue en soi ne résout pas tous les problèmes. Les langues romanes héritent la nature des genres, de ces substantifs, de la façon dont le latin a évolué dans les différents secteurs des langues romanes, de sorte que les mots en A du latin, type rosa, qui parfois étaient féminins et parfois étaient aussi masculins, ont assimilé tous les mots du féminin qui ont été refaits par les néo-latinophones du IIIe siècle sur le formant de la déclinaison de rosa. Tous les autres mots neutres et masculins, dominus, templum, manus, animal, ont été absorbés par la déclinaison de ces mots en ous. Pour le faire très vite, dans les langues romanes, le son A est un son très particulier qui s'est maintenu du latin au français. C'est pour ça qu'en italien on dit donna, c'est pour ça qu'on dit la ragazza, c'est pour ça qu'en espagnol on dit perra. Et en français, ce A s'est maintenu sous la forme du E final, du E féminin. Ça, c'est la marque d'un genre. C'est un phénomène de marquage. Mais toutes les autres positions de marquage héritées du latin, tous les marqueurs morphologiques ont été amuis, c'est-à-dire qu'ils ont cessé d'être prononcés et écrits. De sorte qu'à la fin, les langues romanes héritent d'un genre marqué, le genre féminin, et d'un genre non marqué, le masculin neutre. Derrière les mots masculin ou féminin, il n'y a aucun imaginaire symbolique à placer. Il n'y a que des phénomènes de dénotation. Et si la famille la plus représentative des mots féminins en latin avait été marquée par une autre voyelle que le A, il y a fort à parier qu'une langue comme le français ne connaîtrait pas de genre. Un des traits caractéristiques de ce phénomène nouveau, c'est d'une part son absence de corpus politique et littéraire derrière. Je veux dire par là que pour être maoïste, il fallait lire Mao, pour être marxiste, il fallait lire Marx. Aujourd'hui, pour être militant de l'écriture inclusive, qui faut-il avoir lu ? En réalité, si vous posiez la question aux militants de l'écriture inclusive, ils ne sauraient pas quoi vous répondre. Savez-vous pourquoi ? Tout simplement parce que la question de l'écriture inclusive n'est pas un phénomène idéologique ni politique, c'est un phénomène de morale. Et la morale, sa caractéristique, c'est d'être très simple à assimiler. Ça fournit des éléments de langage très simples, qu'on peut ânonner et répéter très simplement sans avoir besoin de les comprendre. Je suis pour le bien contre le mal, je suis pour les minorités contre les méchants, je cherche à défendre le monde contre ceux qui veulent sa destruction. Ça, c'est de la morale, ce n'est pas de l'idéologie politique. Et donc, si ce discours pénètre si facilement parfois une jeunesse désarmée, qui ne pratique pas forcément bien toute sa langue, qui ne lit pas beaucoup, parce que cette morale pénètre très facilement les discours, en fournissant des points clés très faciles à assimiler et qui ne nécessitent pas finalement de devoir se justifier. Qui peut être contre le bien ? Qui peut être pour le mal ? Cette morale-là répond peut-être à l'aspiration d'une jeunesse à retrouver des repères simples et à les exprimer dans une forme partagée. C'est qu'en étant subversive, elle manifeste une adhésion à des principes moraux dont les fondamentaux sont très discutables. Pour ces gens-là, le mal est systémique, ce qui signifie que le mal est en dehors des gens. Personne n'est responsable du mal dès lors que le mal, le diable, agit à l'extérieur de vous. Finalement, même les racistes sont victimes du racisme systémique, puisqu'ils ne sont pas responsables du racisme, ils ne font qu'exprimer un racisme qui est plus grand et plus fort qu'eux. Les discriminations ne sont pas exprimées par le mal des gens, mais elles sont exprimées par le mal systémique, dont la langue et l'orthographe ne sont finalement que le reflet. Tout ça dénote en réalité une certaine inquiétude ou une certaine fragilité, une certaine angoisse dans un monde perçu comme une citadelle à l'extérieur duquel tout est dangereux, tout est agressif et tout est systématiquement remis en cause. Et dans ce monde un peu oppressant et dangereux, on s'invente des marqueurs symboliques pour s'assurer qu'on est bien entre soi. Si le loup montre patte blanche, alors il rentrera dans la bergerie. Je pense que l'écriture inclusive est un phénomène idéologique, avant tout. C'est un marqueur idéologique de vertu morale. De sorte que le consensus ne satisfera jamais ses pratiquants. Quoi qu'il se passe, il y aura toujours un clivage qui s'instaurera
entre les tenants d'une écriture inclusive consensuelle et modérée et les tenants d'une écriture inclusive radicalisée. Et ça, c'est lié à la nature même de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive ne cherche pas à installer un consensus à travers une forme de réforme de l'orthographe qui viserait simplement à pacifier les relations. Non, en réalité, c'est un phénomène de marquage militant dont le premier enjeu est d'exclure de la sphère de la communication ceux qui ne pratiquent pas cet éveil, ce wokisme orthographique qui consiste à s'afficher comme modifiant les anciennes pratiques en raison de leur propre conscience des vertus morales nécessaires pour changer le monde. Donc, ce que vous appelez écriture inclusive, en pensant pour les uns à la pratique du point médian, pour les autres aux pères genrés, chers tous, chères toutes, etc., cette forme d'écriture inclusive qui s'est installée dans le discours politique, cette forme de pratique orale qui est en train de s'installer aussi dans des partis de centre, centre-gauche, etc., se verra contestée par les deux extrêmes. D'un côté, par ceux qui militeront systématiquement pour le retour à l'usage canonique et radical de l'orthographe, pour ainsi dire à l'ancienne, et de l'autre, par les tenants d'une écriture inclusive de plus en plus radicalisée. Et donc, ce sera toujours cette position centrale, molle et consensuelle, qui sera toujours victime de cette double pression exercée par ceux qui, de toute façon, s'opposeront à la pratique d'une écriture inclusive universelle. C'est lié véritablement à la nature de l'écriture inclusive. C'est un phénomène de marquage pour des militants qui souhaitent, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'administration, dans le monde des jeunes start-up, marquer politiquement le territoire de la communication de ces entreprises, de ces administrations et de ces start-up. Libre à une entreprise, libre à une start-up, libre à un conseil d'administration, j'imagine, d'avoir envie d'être marqué du côté de la vertu, du côté de l'éveil, du côté de l'éveil de conscience et de vouloir pleinement communiquer en écriture inclusive. J'imagine que le marché tranchera et on verra bien si les gens sont clients de ça ou pas. J'ai envie de dire chiche. La langue de communication de l'État, c'est le français. C'est ce français qui doit être parlé par tous les citoyens, des plus jeunes aux plus âgés. C'est l'assurance d'avoir un bagage commun et quelque chose à pouvoir échanger, à pouvoir se dire. Donc si on doit trancher sur, à mon avis, ce qui fait le minimum consensus, c'est-à-dire la pratique pleine et entière du français tel qu'il devrait être parlé aujourd'hui. La première chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il ne faut pas s'en prendre aux personnes. Il faut s'en prendre aux idées. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une réunion, dans une classe, on n'a rien contre l'individu qui porte le message, mais on a tout contre la morale qui se manifeste à travers son message. Il ne faut donc pas s'opposer aux personnes, il faut s'opposer au discours. Pour s'opposer au discours, il faut revenir à des idées très simples. L'écriture inclusive est un militantisme de clavier. Il est plus facile de militer contre les discriminations chez soi en écrivant des mails plutôt qu'en allant au Parlement, en défendant des projets de loi ou en se battant sur le terrain politique. Je dirais aussi qu'il faut être un peu sûr de soi, au sens où, aujourd'hui, on ne doit plus craindre la confrontation des idées. Mais il faut faire très attention, la violence des discours, c'est une image. Depuis Platon, depuis Socrate, on sait que parler, c'est ne pas faire. Dire « je vais te tuer », c'est encore refuser de tuer. En s'opposant à quelqu'un sur ses idées, on s'oppose d'éthos à éthos. On s'oppose de philosophie à philosophie, d'idéologie à idéologie. On ne s'oppose pas entre pathos. Ce n'est pas une personne sincère qui veut détruire une autre personne sincère. Quand Einstein dit « si vous démontez la relativité, je repartirai moins con », ça signifie qu'on peut détruire un ethos et s'enrichir d'une idée contradictoire. On doit peut-être revenir de temps en temps dans nos conseils d'administration, dans nos conseils scientifiques, à cette idée simple que s'opposer par les discours, débattre, dialoguer, ça n'est pas faire violence, certainement pas. C'est faire vérité. Oser faire vérité dans les lieux de parole. Arrêter de se taire au prétexte que nous serions un avis majoritaire, mais qu'on n'oserait pas l'exprimer parce que la majorité, c'est oppressif. Ce système-là, on ne doit pas l'oublier dans tous nos lieux de prise de décision. Il faut donc, d'un côté, comprendre que c'est un enjeu, de discours, et que cet enjeu de discours n'est certainement pas un acte de violence. On peut donc écrire pour dire qu'on n'est pas d'accord avec un mail. On peut simplement dire qu'on s'oppose à telle ou telle prise de parole au nom de diversité, équité, inclusion, etc., etc. Ces mots-là doivent être combattus. Non pas en tant que tels, mais combattus lorsqu'ils sont mis au service de cette morale qui nous amène à prendre de mauvaises décisions. Dans tous les lieux de parole, que ce soit des conseils d'administration, conseils scientifiques, il ne faut pas craindre de prendre la parole pour s'opposer.
Parler, ça n'est pas faire violence. Parler, c'est simplement faire progresser l'échange en vue d'acquérir de nouvelles vérités. Parler, ça n'est pas s'affronter. Parler, c'est échanger. On ne doit pas se taire ni se faire taire soi-même, on ne doit pas se censurer au nom d'un impératif de violence de parole qu'on ne maîtrise pas. Parler, c'est faire progresser la vérité et c'est se faire connaître soi-même.